Combien de temps encore continuerons-nous de nous satisfaire du spectacle des ombres projetées sur la caverne platonicienne, pétris que nous sommes de peurs reptiliennes et de jouissances compensatrices? Regardons simplement notre monde, celui des opinions humaines. Observons ce qui fait foi, observons ce qui fait loi. Nous remarquerons que dans le domaine des idées, il existe une fenêtre d'acceptabilité dont le cadre, durant ces dernières années, s'est énormément rétréci, rigidifié, pour définir tout simplement les règles implicites de la bien-pensance. Bien sûr, il existe dans l'espace public, celui du débat, des zones autorisées de fluctuation, des oppositions de surface, des réglages à la marge sur des postulats solidement établis. En aucun cas, cependant, ces pensées divergentes ne sortent du cadre, sans quoi, aussitôt, l'antidote sécrété par la matrice les range avec mépris et supériorité dans les tiroirs sulfureux du complot ou de l'extrémisme. Ainsi, le complotiste a-t-il remplacé l'opposant. Quasiment tout l'hémicycle de nos assemblées s'est un temps accordé là-dessus, oubliant d'ailleurs d'où il tirait sa légitimité, oubliant également le devoir d'examiner en profondeur les actions et les stratégies de l'exécutif. En cela, ils n'ont été que les dignes représentants de peuples éminemment dociles et disposés à accepter sans examen les vérités brevetées par de scandaleux cabinets de conseil. Les questionneurs, quant à eux, les chercheurs de vérité, toutes les personnes en quête d'une information libre, se sont confrontés durant ces 2 dernières années à une implacable censure, pour ne laisser audience qu'à la pensée autorisée. Qu'importe apparemment que cette dernière ait totalement sacrifié l'esprit d'investigation et le questionnement. L'adage ne dit-il pas que l'on ne mord pas la main qui vous nourrit? Chroniqueurs, commentateurs, éditorialistes, animateurs vedettes, médecins et psychothérapeutes de plateau, voici tout un aéropage d'esprits prétendument éclairés pour les uns, divertissants pour les autres, qui se sont succédés pour définir quotidiennement la légitimité et la teneur de notre pensée sur les choses du monde. Il n'existe, à vrai dire, plus d'opposants dans le domaine des idées. Les débats se jouent sur des arbitrages à la marge. Tout repose sur un paradigme de vérité mondialisée, de présupposés idéologiques que législateurs et exécutifs de nos États réunis ont de surcroît enveloppés d'un vernis de science, comme pour se soustraire à la responsabilité future de leurs actions criminelles. À coquiner avec la puissance rémunératrice de grands laboratoires et n'hésitant plus à souiller leurs blouses blanches dans les allées du pouvoir, les comités scientifiques, les officines de toutes sortes, les experts tout à la fois spécialistes en communication, ont permis au pouvoir politique et au pouvoir médiatique d'entretenir une connivence de pensée et d'approche que l'on avait pour habitude de prêter à bien d'autres régimes. Nous avons là les magiciens devenus maîtres dans la production de ce que nous prenons pour la réalité. L'allégorie de la caverne ne disait pas autre chose. Ce théâtre des apparences ourdi dans les coulisses de l'ombre dont même les petites mains de l'information sont le plus souvent inconscientes, constitue jour après jour la boîte à outils de nos concepts et la nomenclature de ce qui est. Ajoutez-y le maintien des populations dans l'énergie primaire de la peur, et vous aurez par ces mêmes populations la parfaite intégration des mesures, des consignes, des obligations de toutes sortes comme essentiellement pour leur bien. Durant 2 ans, notre lucidité à l'égard de ce système s'est quasiment évanouie pour se muer en adhésion béate ou, plus prosaïquement, en réalisme, animé un tant soit peu par le souci des autres, car oui, j'oubliais, le complotiste est par nature égoïste. Que n'a-t-on là assuré la parfaite quadrature du cercle, la cohérence ultime d'une morale justifiant par avance toutes les privations de liberté, et
corrélativement, le classement de la population déviante dans une catégorie de sous-citoyens, que d'aucuns envisageaient à l'époque comme dotés d'un droit tout relatif à être réanimé. Et c'est notre consentement, notre adhésion, quotidiennement et puissamment répétée, qui nous a conduits à faire vivre ce système, à le faire perdurer. Durant cette incroyable période, même la manière dont doit s'exercer l'esprit critique a été théorisée, verrouillant les critères du vrai en fonction de l'ensemble des ressorts fallacieux du système. Chaque maillon de la chaîne, instance internationale, politique, gouvernementale, économique, sociale, professionnelle, se sont faits les instigateurs de colliers étrangleurs qui, en étant serrés peu à peu de façon indolore, puis savamment desserrés pour souligner la bonté du prince, donnent au peuple le sentiment d'être dans la sécurité d'une part, puis d'être libre d'autre part. Le prince est ainsi doublement bon, en assurant avec poigne et altruisme la sécurité de ses sujets, et en étant le prodigieux dispensateur des grands et petits plaisirs de la vie. Machiavel a-t-il donc été si mal lu qu'aucun haussement de sourcils ne fut perceptible chez les éducateurs de nos chères têtes blondes et brunes? Qu'importe alors aux yeux de tous que la matrice ainsi à l'œuvre, qui a mis des millénaires à se construire, soit ignorée en tant que telle. C'est le but, c'est réellement le but. Évoluant en elle, nous avons cessé de la percevoir et surtout d'en comprendre les mécanismes, la finalité. Sa fausseté qui instrumentalise, sa nature artificielle, limitante, capable de conduire les masses dans des grilles de comportements attendus, permet que nous n'ayons plus la conscience de nos origines. Notre allégeance aux jouissances compensatrices de la consommation matérielle, alimentaire, sexuelle est alors totale. La matrice est un filtre, un énorme filtre aux multiples facettes qui nous donne l'impression du choix, tandis que, de façon sous-jacente, elle verrouille toutes les issues qui nous relient au sacré comme à l'expérience intérieure et fondatrice de qui nous sommes. Le choix, certes, existe. Il existe encore, mais il n'existe que dans de possibles options matérielles, et le plus souvent aliénantes. Il ne procède plus de la détermination première de notre être vers son accomplissement. La pluralité politique elle-même nourrit subtilement l'illusion d'une liberté démocratique en exercice, quand elle ne fait en réalité qu'asseoir des oppositions et des alternances destinées à nourrir le paradigme supérieur de nos soumissions et de notre obéissance. Ainsi, tous ces médias dont certains s'approprient même le sésame de vérificateurs indépendants de l'information, se mettant en quête d'éduquer les masses ignorantes, ne sont-ils eux-mêmes que les relais serviles d'une puissance de feu inouïe, d'une stratégie planétaire d'autant plus sombre qu'elle a brillamment réussi à s'invisibiliser. Le bruyant paravent de cette invisibilité tient à présent en quelques mots tels que théorie du complot, fake news, apparu soudainement dans un vocabulaire désormais incontournable, et surtout jetant l'opprobre et le discrédit sur tous ceux qui se fourvoient dans cette expression publiquement incorrecte et navrante de la pensée. Notez que le maître est, lui, pendant ce temps bien à l'abri, dans l'ombre, et paradoxalement dans sa légitimité fût-elle usurpée, maîtrisant tous les ressorts de la psyché humaine et définissant patiemment, selon son agenda, le cadre coercitif dans lequel l'humanité doit et devra vivre. Dire cela n'est cependant dire que la moitié de la vérité, car ce maître, nous le verrons, n'est pas seulement l'ennemi extérieur qu'il serait si commode de désigner. Il est aussi en chacun de nous, sous les traits d'un intellect, d'un ego, diront certains, dont la nature exacerbée est de se sentir omniscient, omnipotent,
totalement oublieux de la nature intuitive qui nous relie à nos origines. Nous avons en effet oublié depuis des siècles, depuis des vies, la clarté puissante qui nous vient de notre origine spirituelle. Elle est l'énergie première et fondatrice de toute vie, la joie pure qui annihile toute emprise. Toute cette obscurité matricielle mentionnée précédemment a jusqu'ici parfaitement réussi à constituer un écran, une épaisse chape, masquant à nos propres yeux la vue de notre souveraineté inaliénable et de notre lumière intérieure. Nous avons nourri chaque jour par nos pensées, nos échafaudages conceptuels, nos croyances, nos habitudes, nos addictions, la puissance du tyran qui, sans notre consentement et notre soumission, n'est rien, ainsi que l'avait bien décrit Étienne de la Boétie. Cette photomontage ici à l'écran est criante de vérité, mais ne nous y trompons pas. Désigner le mal en y mettant un visage est encore le nourrir et pérenniser sa puissance. Ceci aussi longtemps que nous n'aurons pas intégré que la ligne de démarcation entre les eaux troubles et l'eau claire passe à l'intérieur de nous-mêmes. Ainsi n'y a-t-il pas d'un côté la victime et de l'autre la source diabolique du mal. Notre incarnation elle-même dans la densité terrestre nous a mis en situation de vivre ces courants de l'ombre et parfois de les intégrer. La Terre est une école initiatique, une école ô combien difficile. La chose la plus importante, guidés que nous sommes aujourd'hui par un afflux inédit de lumière, c'est d'entrer chacun dans un processus de transformation intérieure. La dualité, l'opposition, la désignation de coupables extérieurs ne sert plus à rien et ne ferait que maintenir et renforcer les structures terrestres que cette photo symbolise. La voie est intérieure. La voie est d'entendre l'appel. La voie est de laisser choir toutes nos valises remplies de nos inutiles vanités, lesquelles nous rattachent encore et sans cesse au paradigme de l'ancien monde. Redescendons au point de reconnexion à la source de notre propre vie. En ce point qui ouvre sur des mondes infinis se tient l'immensité du cœur. La voie s'y trouve. Vous comprendrez pourquoi aujourd'hui il est ridicule sur tous ces réseaux spiritualistes de voir tant d'humains échanger avec le postulat qu'ils font partie des éveillés, sans voir qu'ils reconduisent eux-mêmes les stratégies hégémoniques d'un ego ou d'un intellect qu'ils prétendent remettre à sa juste place. Cette auto-jouissance d'appartenir à une conscience supérieure empêche de voir combien le chemin à parcourir est immense, combien même des êtres plus élevés que chacun d'entre nous ont la conscience infinie de ce que l'accomplissement de soi et le chemin correspondant vers la lumière ne prennent jamais fin. Cessons de donner force et vie aux soubresauts de la bête et à ses prolongements égotiques. Nous sommes souvent prompts à détecter les manifestations de l'ombre dans le monde, sans voir de quelle façon insidieuse elles s'immiscent dans nos pensées, dans nos jugements, et dans un positionnement de notre être que nous pensons pourtant exempt de ce qu'il juge et condamne. La posture de l'éveil, se glorifiant elle-même, fait partie de ces postures contraires à la teneur même que peut avoir un regard habité par la lumière. L'intuition et le ressenti de cette énergie qui vient du Créateur estompent d'elle-même cette démarcation entre les éveillés et les non-éveillés. Elle nous place dans la dynamique d'un processus unifié, d'une transformation, où chaque humain est une chose infiniment précieuse, quelle que soit sa posture terrestre. Mettons-nous en chemin, hors des jugements, hors des clivages perpétuellement entretenus. Si notre histoire est un lamentable champ de ruines et de cruauté, c'est à travers des schémas d'opposition sans cesse dupliqués dans nos vies. Qu'ils soient avant tout psychiques, ou bien qu'ils se matérialisent dans les dimensions du politique, de l'économie, du social, de la vie professionnelle ou sentimentale.
Le premier des conflits n'est jamais face à nous dans l'objectivité du monde. Nos ennemis extérieurs ne sont jamais que la projection de nos ennemis intérieurs, de nos conflits intimes non résolus, de nos contradictions, de tous ces écrans de structures mentales et intellectuelles qui se font passer pour le commandant du vaisseau quand ils ne sont que navires en perdition, sans le secours de la force unifiée qui vient, elle, de tellement plus haut. Ainsi, déposons sur le monde comme sur nous-mêmes, non pas le regard de l'intellect seul qui juge, qui dissèque, qui oppose, mais le regard de l'intuition originelle qui est la voix du cœur, celle qui unifie, celle qui transcende, celle qui guérit.